Bonsoir à tous, merci d'être là pour une table ronde organisée par Énergie 2050 que l'on a intitulée la COP citoyenne en ligne avec Démocratie OS, représentée ici par Virgile Deville, et puis Démocratie 21, représentée par Ekaterina Petrikevich. Alors, cette question de... En fait, même le nom même de vos institutions, démocratie, suggère qu'effectivement, il y a une question quelque part derrière de discussion des grandes questions de développement. Énergie 2050 est particulièrement, je dirais, intéressée et impliquée dans la discussion de ces grandes questions, puisque c'est notre rôle, c'est même une partie de notre raison de vivre. Et d'ailleurs, dans pas mal de projets que Énergie 2050 fait, une des composantes, c'est d'accompagner la participation des citoyens dans les débats. Alors, les débats au niveau local, comme par exemple organiser des réunions citoyennes dans des mairies en France, ça peut aussi être au niveau national, puisque par exemple, Énergie 2050 a accompagné 7 pays d'Afrique pour la réalisation des contributions, donc les CPDN, les contributions pour la COP21. C'est un accompagnement qui s'est déroulé dans le cadre d'un processus participatif au niveau des pays. Donc là aussi, on est impliqué dans cette incitation ou du moins dans ce type de démocratie participative qui va avec la discussion des questions de développement durable. Donc pour nous, bien sûr, et pour vous aussi, de façon presque naturelle, je veux dire, on trouve l'intérêt de se parler, et c'est aussi pour ça que cette table ronde est organisée ce soir. Et on a avec nous deux participants qui, j'espère, réagiront après et poseront des questions s'il y a et se présenteront donc dans la foulée. Donc peut-être on va commencer par les présentations de nos deux speakers, et puis après on passera à une discussion. Virgile ? Ah non. Vous allez utiliser votre micro. Pardon. Alors oui, bonjour, donc moi c'est Virgile Deville, je suis président de Démocratie OS France, parce qu'en fait Démocratie OS c'est un logiciel de participation citoyenne et de gouvernance collaborative qui a été créé en Argentine en 2012. C'est un logiciel open source et en fait il y a toute une communauté de personnes, d'enthousiastes qui est rassemblée autour de ce projet à l'international, et des communautés se créent au niveau national dans plusieurs pays. Donc il y a Démocratie OS France, il y a Démocratie OS Inde, il y en a en Chili, il y en a au Brésil, il y en a aux États-Unis. Et l'idée, en fait, ce qu'on propose, c'est assez simple. C'est une plateforme web qui permet aux gens de s'informer, de débattre. Donc les gens vont écrire des arguments. Les arguments, ensuite, on peut les voter, y répondre, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une intelligence collective qui se crée dans ce débat en ligne, dans le sens où les arguments sont votables. Et donc, à la fin, on a une sorte de curation des meilleurs arguments qui remontent vers le haut, puisque les gens peuvent upvoter, donc ramener vers le haut les arguments les meilleurs, et downvoter ceux qui sont les moins pertinents. Ensuite, parce que évidemment un débat ça peut durer beaucoup de temps si on ne se donne pas un cadre fixe, on permet aussi aux gens de voter sur le sujet avec 3 boutons, donc oui, non ou abstention, pour essayer de donner une mesure du consensus qu'il y a eu sur le sujet. Alors en fait, ce logiciel il a été utilisé dans plein de cas. Nous, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était très intéressant, notamment pour recréer du lien entre les représentants et les représentés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une grande demande pour mettre en exercice de la participation citoyenne à tous les niveaux de gouvernement, un petit peu partout dans le monde. Et surtout, on a pu l'observer en France. On a quand même fait notre première loi qui s'appelle la loi Le Maire sur le numérique consulté en ligne, où les citoyens ont fait des amendements, où il y a une véritable discussion là-dessus. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a une grosse demande, mais que ce genre de logiciels en ligne, en fait, sont là surtout pour augmenter, rapporter une autre dimension et couper certaines barrières à la participation, dans le sens où moi, je ne peux pas toujours aller à une réunion publique. C'est souvent à des heures qui sont un petit peu compliquées, je peux avoir des responsabilités. Et donc, du coup, avec du débat en ligne, je peux consulter plus facilement mes citoyens, atteindre les jeunes, atteindre les actifs. Et notamment aussi, dans le cadre d'une réunion publique, c'est très intéressant souvent d'avoir des dispositifs où, si on est 100, 200, d'avoir une plateforme en ligne qu'on puisse projeter sur un mur et où les gens peuvent participer en live et qu'en fait, il n'y a aucune barrière à l'expression de la parole. Du coup, nous, en tant qu'association en France, on a traduit ce software en français
et on accompagne les différentes institutions qui souhaiteraient l'utiliser. Donc ça peut aller de la mairie au département, au gouvernement, mais aussi aux associations qui veulent tout simplement faire de la gouvernance interne parce que c'est compliqué de faire des assemblées générales quand on est 500. Et donc du coup, on peut prendre toutes nos décisions en ligne, en discuter, etc. Avoir un véritable débat et fonctionner de manière horizontale. Donc c'est de la gouvernance collaborative. Voilà, je vais passer la parole du coup à Ekaterina qui va vous présenter D21, avec qui on a monté OpenCOP 21, où on vous dira quelques mots ensuite. Thank you. I'll apologize for English because it's much easier for me to present in such. Democracy 21 is a platform that originated in Czech Republic, and it was founded by an anti-corruption activist. So initially he asked the question, what democracy is nowadays? It's not only about who votes, but it's also about how we vote. And this is when he started his platform that gives each voter more than just one voice, a positive one and a negative one, to show a higher level of consensus, to really capture all the different preferences, options that you like and options that you dislike. So it actually started from an anti-corruption campaign to vote out corrupted politicians naturally, but then we saw that there is utility in that in non-political settings as well, and this is when we started to apply it for more broader topics like participatory budgets, and we ran pilots in Tunisia, we ran pilots in India, Czech Republic, in the US. We tried to apply it in school settings to give kids more voice and more representation. So we use Democracy 21 not only to capture opinions, but also to highlight where people agree and disagree. We want to show that there are opportunities to talk about, and there are threats in our discussions, that there are strong minorities that agree or disagree on the subjects. So as you can see, this collaboration project, OpenCOP 21, we tried to build it around two different functionalities, with Democracy OS being a great deliberation space where people talk, where people exchange, where people learn from each other, and Democracy 21 sort of like guiding the discussion by by numbers, by data, showing where people actually agree and disagree. And do you want to give more word to this? Ouais, en fait l'idée avec du coup OpenCOP 21, c'est vraiment deux logiciels de participation citoyenne, donc de la Civic Tech, qui se sont rencontrés sur le sujet du changement climatique, en se disant que ce serait très intéressant en fait de se dire, de voir qu'est-ce que les citoyens ont à dire sur ce sujet. Parce qu'à la COP 21, les négociateurs ne sont pas des gens qui sont élus, c'est des gens qui sont nommés par le gouvernement et qui discutent et qui participent à des négociations qui sont finalement assez opaques. Je ne sais pas si vous avez lu plusieurs articles du Guardian qui sont sortis et qui montrent qu'en fait la volonté du gouvernement était de favoriser ce genre de rencontres informelles dans les couloirs, de former des petits groupes pour arriver à un accord le plus vite possible, parce que le format qui est proposé par la COP en fait force à se mettre d'accord sur chaque virgule du texte, et du coup si on n'a pas ces rencontres informelles, si on n'a pas ces négociations archi opaques que personne ne peut voir finalement, et donc où le citoyen est complètement exclu, on n'arrivera pas à un accord. Et du coup, en partant de ce constat-là, on s'est dit, est-ce que ce serait pas intéressant de monter un espace en ligne de délibération où les gens peuvent s'exprimer sur des questions qu'on leur propose, où ils peuvent aussi proposer des débats. Par exemple, là, on a une personne des États-Unis qui a proposé un débat sur comment est-ce qu'on fait rentrer plus dans les négociations et comment est-ce qu'on tient plus responsable le secteur privé pour qu'eux aussi ils fassent un vrai shift vers une économie avec zéro carbone. Et du coup, l'idée de cet espace, c'est donc nous on récolte des opinions, on récolte des idées, on voit comment les pays interagissent entre eux. On se rend compte que finalement, il y a une espèce de consensus un petit peu sur le sujet, mais on a aussi simplifié le texte, dans le sens où on a pris le texte, on l'a passé à travers des logiciels de cartographie de consensus, et on a créé des débats sur D21, où en fait ça nous permet aussi de montrer sur quoi les gens sont d'accord et sur quoi les gens ne sont pas d'accord. Et donc en fait, ce projet, c'est vraiment pour montrer un espèce de snapshot, une peinture de l'opinion citoyenne. On a une trentaine de pays participants et on se rend compte, on a déjà pas mal de données hyper intéressantes sur ce que pensent les citoyens, que devrait-on faire, quelle politique devrait-on adopter pour effectivement arriver à lutter contre le changement climatique. Du coup, je pense qu'on a fini la présentation, à moins que tu aies d'autres questions, et on pourrait passer le micro du coup à nos invités pour qu'ils posent des questions. Alors moi, je m'appelle Maurice Andriamiaja. Je suis dans deux associations. Il y en a une qui est drôlement connectée avec ce que vous dites.
qui est innovation citoyenne et développement durable. Notre but, nous avons 5 axes stratégiques. Le premier, c'est d'identifier les innovations citoyennes, simples, pas chères et qui méritent d'être soutenues et d'être amplifiées. Nous faisons des manifestations 2 fois par an pour les présenter en 2 jours. Et ce que vous êtes en train de dire mériterait bien d'y figurer, car le vrai problème, c'est comment des initiatives citoyennes, je suppose que c'est vous qui l'avez fait, hein, on ne vous a pas payé pour le créer, puissent être amplifiées et connues. Donc là, nous discutons rapidement, on ne peut pas comprendre d'un seul coup les tenants et les aboutissants des deux. Ce que je retiens, c'est qu'il s'agit là d'un système très connecté qui mérite d'être présenté pour qu'on puisse l'utiliser. Donc il y a des questions qui vont se poser, mais je préfère peut-être faire circuler pour qu'on puisse en discuter. La parole. Donc, moi, c'est Tayla Yamaguchi, je suis chef de projet chez NH 2050. Je trouve que c'est une idée super intéressante et ma question était plutôt au niveau justement des gouvernements locaux, ou des maires, des élus et tout. Est-ce que vous avez un retour de leur part suite aux échanges avec les citoyens? Parce que c'est aussi, on voit, il y a plein de manifestations et plein de bonne volonté de la part des citoyens qui veulent s'impliquer chaque fois plus dans ce débat. Mais est-ce que les élus y répondent à ces questions et à cette demande citoyenne? Alors nous, on est assez bien placé pour en parler parce qu'on travaille avec la mairie d'une grande ville qui est Nanterre, où il y a plus de quand même 100 000 habitants et à peu près 200 000 usagers du territoire, parce qu'il y a la Défense à Nanterre. Et Nanterre, c'est intéressant parce que c'est un territoire qui a une vraie culture de la participation citoyenne. Ils ont inventé les conseils de quartier en 70. Et en fait, ils nous ont contactés parce qu'ils sont dans une logique où ils se rendent compte que pour eux, la participation citoyenne, c'est vraiment quelque chose qu'ils veulent cultiver. Et qu'avec les moyens physiques qu'ils ont, ils ont une maison des initiatives citoyennes où ils organisent des réunions publiques, mais ils se rendent compte qu'ils ont du mal à attirer pas mal de public. Et que surtout, le public est vieillissant, que c'est toujours le même et qu'on touche toujours 50, 200 personnes sur un territoire de 100 000. Et du coup, nous, ils nous ont contactés parce qu'ils ont envie de créer ce qu'ils appellent une agora permanente, où en fait, ils veulent un relais numérique à toutes les discussions qu'ils peuvent avoir au niveau ville. Donc comment ça se matérialise? Il y a plusieurs manières de faire de la concertation. Nous, une des premières choses qu'on a vues avec eux, c'est que ça sert à rien de faire de la concertation pour l'image. Et ce qui est assez intéressant avec Nanterre, c'est qu'ils font pas ça pour ça, parce que ça fait depuis environ 40 ans qu'ils font ça. C'est qu'en fait, eux, ils sont vraiment dans la codécision. Donc s'ils mènent de la consultation, de la concertation citoyenne, c'est parce qu'ils vont y répondre, ils vont être là pour répondre aux citoyens sur une plateforme en ligne, mais aussi en physique. Et aussi, ils vont aller chercher le citoyen, ils vont mener des campagnes pour organiser des réunions chez les habitants. Ils ont des bus connectés pour aller au contact avec les gens. Et surtout, ils seront toujours là pour non seulement expliquer les arbitrages qu'ils prendront par rapport aux données qui ont été récoltées des citoyens qui participent sur la plateforme et dans les lieux publics, mais aussi parce qu'en fait, finalement, s'il n'y a pas de relais physique, s'il n'y a pas de volonté de s'impliquer véritablement de la municipalité, ça ne sert à rien de faire de la concertation. Donc en fait, nous, un petit peu le retour qu'on a des expériences qu'on a aujourd'hui avec Nanterre et un petit peu partout dans le monde, parce qu'il n'y a pas que nous, nous on est juste le volet français, mais par exemple avec la ville de Buenos Aires, avec le gouvernement mexicain, c'est que ça marche quand derrière les contributions des gens sont véritablement pris en compte et qu'en fait on leur donne un feedback réel et justifié de bah oui, on a pris en compte votre opinion, non on n'a pas pris en compte votre opinion parce que tel arbitrage. I want to agree with Virgile on the question that it's really important to have a feedback. So surprise for me was that even the countries that we would normally, even the governments that we would normally, and places that we would normally think are not democratic, would be very interested in citizen participation. So as I noted before, one of our pilots was in China, which was participatory budgeting on the micro level in the suburbs of Beijing. So which is not a place where you would probably expect the government to be super interested in actually involving the people. But it really shows how we change the way we think about citizenry, how we think about receiving feedback from people, how we perceive the knowledge. So with the mechanism that, for example, D21 offers, you not only see the actual results of like, okay, we're gonna use this one. You also see where people agree and disagree, which can
also lead you towards perceiving specific policy-making issues, being like, okay, there is actually a huge minority that disagrees on this specific point. Maybe we should research it and focus on it. So it's a great consultation tool, regardless of whether people actually have to say something or just vote. It gives a feedback to decision makers. It gives them an opportunity to make smarter decisions, better decisions, and have legitimacy and have a legacy in their work. Oui, alors moi je note qu'en fait, même si c'est une plateforme où le vote est oui, non, c'est-à-dire positif, négatif, il y a un plus là derrière par rapport à un simple vote oui, non, comme un référendum, c'est qu'on peut ajouter des arguments sur pourquoi on est d'accord, pourquoi on n'est pas d'accord, et ensuite ces arguments-là peuvent être classés par ordre de pertinence, je dirais, et donc on a des finesses plus grande sur la connaissance de ce que veulent les citoyens, qui se rapproche un peu de ce qu'on pourrait obtenir quand on met tout le monde autour d'une table, comme on dit souvent en développement durable, pour discuter, et de façon à ce que chacun comprenne que quand on prend une décision, parfois le compromis est mieux, mais le compromis peut être trouvé si chacun comprend les contraintes des autres. Et dans ce cas-là, quand chacun comprend la contrainte des autres, il est prêt aussi à faire un effort parce qu'il comprend la contrainte des autres. Mais moi, ce que je voulais vous demander, parce que quand même, quand on parle des négociations climatiques, c'est les gouvernements qui négocient. Bon, c'est peut-être pas tous les gouvernements, il y a quand même beaucoup de gouvernements qui ont été élus démocratiquement, et puis ces gouvernements-là, dans leur campagne électorale, ils ont un programme environnemental, donc quand le citoyen vote, il sait aussi plus ou moins à quoi s'attendre, que s'il vote pour Obama, il sait qu'Obama va plutôt soutenir quelque chose au niveau international pour négociations climatiques que si c'est sur un autre candidat, par exemple. Mais vous avez dit que vous avez 30 pays à peu près maintenant qui utilisent le système et la plateforme. Donc moi je voudrais savoir, ma question, elle est parmi ces pays, l'accueil qui est réservé à l'outil, est-ce qu'il est identique ou est-ce qu'il y a des grosses différences, et s'il y en a, quelles sont-elles, quoi? Et s'il y en a, pour quelles raisons, quoi? Ma question c'est de savoir, est-ce que dans le cas d'un pays en développement par exemple, c'est aussi bien adapté que dans le cas d'une ville, d'un pays développé comme Nanterre. About the difference of the countries. So generally there is a difference in the level of usage of different countries of the platform. So there is definitely an inclination for more developed countries to use the platform more because it's an online resource. So people are more comfortable using it. On the other hand, it's very interesting to see that people who normally don't speak about this kind of issues actually participate. So we have quite a high level of participants from Russia, for example, and there is actually a difference in perceiving specific topics. So, for example, one of the key questions that we ask our participants on the platform is about the principles that should guide the climate agreement. And interestingly enough, in Russia they put more stress on just workforce because this is a pressing issue for domestic issue. This is a pressing issue for them in the region, so they want to focus on it more. So the platform actually allows to see the difference in how people use the platform, in the way people vote differently because they have different life experiences that they want to highlight on the platform. And same for the comments. I would say there is more focus on. There is more knowledge generally in, for example, Western Europe and the US about ways to be more sustainable in your everyday life. So when one of the questions on the platform is, what should we do as citizens on an everyday basis to make the world a better place in terms of climate change? So there is more feedback with the links and cross quotations on this topic from people who are more educated. So it's not only about voicing the opinions, it's not only about highlighting the difference, it's also about exchanging the knowledge. So the platform maybe doesn't really reflect the whole spectrum of differences, but it shows those who don't have a strong opinion, who cannot show the difference, to actually learn more and say if they would agree or disagree with something that somebody else knows. Dernière question. How is the communication happens on the platform between different countries? In English? In which language do you use? Du coup, vu que c'est une plateforme internationale de débat, on a préféré garder une langue commune pour que tout le monde puisse se comprendre et communiquer.
Après, c'est assez drôle. Il y a des gens qui interagissent quand même en français, en italien, en espagnol. Donc ça montre qu'ils comprennent l'anglais, mais qui postent leurs commentaires quand même dans leur langue d'origine et qui font participer du coup, leur communauté à travers ça. Mais majoritairement, c'est de l'anglais. Ouais. Just a quick note on the site. We actually have one debate that is wrote in English and in French because it's more specific to Paris, and it was after the Paris attacks, as in a state of urgency, all the marches were cancelled, and one of the pressing questions on the platform was whether we should actually have them. So it's more, since it's more regionally oriented, since it's more specific, this debate is actually in French and English. So we're trying to be as flexible as possible in terms of how we structure it. And for example, on Monday, I'm going to have a Skype conference with people in Russia, and I'm probably going to have it in Russian to facilitate a better discussion. So we are trying to incorporate as many different languages as possible. Et je crois que ça, à mon sens, c'est une initiative très intéressante qui manifestement est à même d'améliorer le fonctionnement de la démocratie, d'améliorer l'aspect participation du citoyen dans la discussion politique. C'était une table ronde tout à fait intéressante, un projet innovant. Je vous remercie bien d'être venu nous rendre visite à Énergie 2050. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, peut-être qu'on aura l'occasion d'utiliser vos outils dans des projets que nous menons ou que vous menez. Moi, dans tous les cas, je vais vous donner ma carte, je vais essayer de faire votre promotion. C'est pas connu. La preuve, il faut que j'aille ici pour vous connaître. Et pourtant, c'est un des sujets que nous traitons dans nos 4 axes. Il y a l'axe de comment amener la mobilisation citoyenne, comment aider les territoires et les mairies à faire de la mobilisation citoyenne. Donc voilà un exemple. Je trouve très ciblé dans notre recherche. Donc nous gardons le contact. Je suis prêt à pousser cela de façon à ce que vous puissiez participer à nos 2 journées par an de mise en exergue des innovations citoyennes, notamment dans les territoires. Voilà. Parce que, juste peut-être une toute petite dernière question, parce que vous, dans votre expérience, vous n'avez pas connaissance d'un système de ce type-là pour favoriser la participation citoyenne de cette façon-là, en tout cas. Disons, en tout cas, en utilisant l'informatique à ce point-là, non. Tout le monde comprend bien d'un tel système. Encore faut-il trouver des initiatives pour les mettre en place. Et je rencontre là 2 initiatives qui méritent réellement d'être promues. En tout cas, j'en parlerai déjà. On fait des newsletters tous les mois. Et si vous nous envoyez ce qu'il faut, on le fait.